on va effectivement terminer donc cette journée, enfin ces 2 journées consacrées effectivement au sujet nucléaire. Donc on va terminer par les survols des centrales nucléaires de 2014. Alors pourquoi ? Effectivement, on va présenter un petit peu l'histoire de ces survols de centrales nucléaires en 2014. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle effectivement de vagues d'OVNI, on en a parlé ce matin, normalement on parle des vagues effectivement des années 60, 70, évidemment 54 en France, mais on oublie aussi ce qui s'est passé en 2014 avec le survol des centrales nucléaires françaises. Et ça, c'est bien une mini-vague aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, déjà en préambule, on va rappeler que la France possède 56 réacteurs nucléaires qui sont répartis en 18 centrales actuellement. Et rappelons que la centrale de Fessenheim a été fermée en 2020. Voilà. Alors, on peut aussi rajouter à cela des réacteurs qui sont des réacteurs de recherche. On va notamment retrouver du côté du commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA. On va retrouver à Saclay, en Île-de-France. On retrouve aussi le réacteur de recherche qui est situé à Cadarache, en Occitanie, ou celui de l'Institut Laue-Langevin, qui lui est situé sur le polygone scientifique de Grenoble, région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, rappelons une première chose, c'est que le premier cas connu de survol de centrales nucléaires en France a eu lieu dans le Gard, à Marcoule, le 21 février 1974, où un objet a survolé la ville de Marcoule. Donc on va avoir des observations dans la région qui ont lieu en janvier et mars de la même année, sans évidemment qu'un lien de cause à effet soit prouvé, mais il n'est pas possible d'écarter ces observations de la présence de la centrale nucléaire. Autre date, le 15 décembre 1974, donc la même année, un photographe filmait le soleil couchant sur le Verdon, du côté de Cadarache, et en faisant développer le film, il verra un objet discoïdal entouré d'un halo lumineux. Et enfin, le 6 octobre 2010, donc date plus récente, 2 témoins aperçoivent un ovni triangulaire survoler la centrale de Golfech et ils vont le filmer avec un téléphone portable. Alors, voici le croquis. Alors, voilà, le croquis qui apparaît, qui a été fait par les 2 témoins. Alors, les 2 témoins qui étaient des intérimaires qui travaillaient dans la centrale, domaine informatique notamment. Et en fait, ils vont dessiner cet objet qu'ils vont voir survoler la centrale. Et évidemment, ils seront dessous. Donc, ce que l'on voit ici, c'est le dessous. Vous voyez, il y a du noir mat. Il y a 3 lumières de chaque côté. Et vous avez un emplacement central qui correspond souvent à une lumière dans les cas d'objets triangulaires qui sont signalés. Bon. Donc, l'objet est totalement lisse. Il n'y a pas de trappe, de jointure, pas d'écriture et d'un noir mat complet. Alors, ça, c'est un autre dessin qui a été fait. Alors, il n'y a pas 3 objets. C'est le même objet qui s'est déplacé, effectivement. Et vous avez effectivement les croquis faits par les témoins. Vous avez à droite donc le réacteur nucléaire qui est situé à 200 mètres. Et vu du dessous, les témoins ont signalé que l'objet était très près. C'est-à-dire qu'ils ont estimé l'auteur à environ 150 mètres. Voilà. Et en fait, il était complètement lisse, avec un noir mat. Et là, il n'y avait pas de bruit, et pas de souffle d'air non plus. C'est là encore une fois une grande caractéristique de ces objets. Alors, on peut aussi citer d'autres cas qui ont précédé ces observations. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. On va être un soir de février 1961, et là, on va se retrouver en Bretagne, dans le Finistère, où un objet insolite en forme d'hémisphère aplati et entouré d'une bande circulaire plate est observé par un témoin donc dans la ville de Locfray. Et là, on est dans le Finistère. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le village est situé à 5 km du plan d'eau de Saint-Herbault, où se situe une centrale hydroélectrique. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de construire la centrale nucléaire de Brennilis, qui est près de ce plan d'eau, a été prise en 1962, soit l'année suivante. Et il faut savoir que ce réacteur était un modèle de réacteur expérimental utilisant l'eau lourde. Bon. Donc là, on est sur de l'anticipation. Deuxième cas de figure, le 1er juillet 1965, et celui-là, vous le connaissez, ce cas, on a Maurice Mas, donc agriculteur de lavande dans le sud de la France, à Valensole. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous engage à aller le voir. Eh bien, il va apercevoir un objet lenticulaire se poser en son champ de lavande, avec 2 petits humanoïdes qu'il va observer, à 2 reprises d'ailleurs. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette observation a lieu à Valensole, donc dans la Provence, et ce village est situé à 28 km de la centrale nucléaire de Cadarache. Bon. Complexifions le problème.
En 1965, toujours, l'État français avait le choix pour implanter un site comportant des silos de missiles. Et en 1965, il restait 2 sites en suspens. L'un d'eux était le plateau d'Albion, qui sera évidemment le futur lieu de site d'installation de missiles, lui aussi plus tard survolé d'ailleurs par des ovnis, et Valensole. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Locfray dans le Finistère et le cas de Valensole, on a des survols d'ovnis qui ont été faits bien avant l'installation de centrales électriques ou de sites de missiles. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est comme si ces objets étaient venus quelque part anticiper une décision d'installation, peut-être pour délivrer un message. Donc je vous engage à réfléchir là-dessus, parce que ce sont des choses qui sont peu connues. C'est comme si ces objets, effectivement, anticipaient certains événements, ou alors, autre hypothèse, ils viennent du futur et ils savent ce qui va se passer. À chacun de choisir son hypothèse. Alors revenons maintenant à la vague donc de l'automne 2014, que vont connaître les centrales nucléaires françaises, parce que celles-ci vont être survolées par des objets inconnus que, effectivement, Claude Lavatte surnommera des drovnis. Alors ces survols auraient débuté fin 2013, parce que Greenpeace aurait déjà signalé des objets comme ça sur au-dessus des centrales électriques, et elles auraient continué jusqu'à peu près début 2015, aux alentours de janvier. Mais ce qui va être important, c'est qu'en octobre 2014, quasiment toutes les centrales nucléaires françaises seront survolées. On pourra parler effectivement de vagues, de drones ou d'ovnis. Alors, sur le tableau suivant, vous allez avoir les dates que je vous ai mises sur tous ces survols. Alors, c'est peut-être un peu flou sur ce tableau-là, mais je vais vous les lire. On va d'abord avoir Cresmes-Malville dans l'Isère le 5 octobre, et qui sera aussi survolé le 3 novembre. Cattenom dans la Moselle les 5 octobre et 10 novembre. Le Blaguet en Gironde le 13 octobre. Choux dans les Ardennes le 19 octobre. Gravelines dans le Nord le 19 octobre. Le site de Bugey dans l'Ain, il a été survolé 4 fois entre le 19 octobre et le 6 novembre. Flamanville dans la Manche le 31 octobre. Panly en Seine-Maritime les 31 octobre et 13 novembre. Golfech dans le Tarn-et-Garonne les 31 octobre et 12 novembre. Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher le 31 octobre. Dampierre en Burly dans le Loiret le 31 octobre et 2 novembre. Fessenheim dans le Haut-Rhin, donc centrale aujourd'hui fermée, le 31 octobre. Saint-Alban dans l'Isère le 5 novembre. Marcoule-Langar les 6 et 18 novembre. Et la centrale de Nogent-sur-Seine dans l'Aube a été survolée une première fois en 2015 par 2 drones, entre guillemets. Et sachant que ce site avait déjà été survolé le 19 octobre 2014. Voilà. Alors, je vous ai mis une carte ici, donc des implantations de centrales nucléaires. Voilà, je vous en voyez un petit peu partout, effectivement. Donc dans toute la France, ou presque, puisque la Bretagne n'en a plus aujourd'hui. La centrale nucléaire donc de Brennilis n'existe plus, elle a été démantelée depuis. Voilà, et puis évidemment Fessenheim qui a aussi été démantelé. Voilà. Alors, le point culminant de la vague va se situer dans la semaine du 13 au 20 octobre 2014, avec des survols coordonnés, et j'insiste sur le mot coordonné, sur 6 sites à la fois. En fait, ce sont bien des ovnis qui ont été signalés, parce que ce sont des objets volants non identifiés, étymologiquement. Non seulement les centrales nucléaires ont été survolées, mais aussi, chose moins connue, le siège du commissariat à l'énergie atomique, donc du CEA. Voilà, un site aux énergies alternatives qui est situé à Saclay dans l'Essonne, qui lui sera survolé en octobre 2014. Alors je vous ai fait quelques graphiques sur lesquels je vais passer très vite. Je m'y suis intéressé parce que je me demandais quel était l'intervalle entre chaque survol. Donc c'est vrai que là, sur les 2 premières dates, on va avoir 6 à 8 jours. Même chose sur les 2 autres dates. Et après, on va avoir un intervalle de 12 jours avant de voir des intervalles qui se resserrent. Donc en fait, on n'a pas du tout de date fixe, mais c'était intéressant de se poser la question. Peut-être qu'il y avait une espèce de cyclicité, mais a priori, c'est pas tout à fait le cas. Alors, autre stat aussi, je vous ai regroupé sur la diapositive suivante, donc les survols par date. Voilà, vous voyez, il y a effectivement des dates qui ressortent plus que d'autres. 19 octobre, 31 octobre. Puis je vous ai mis aussi les phases de la Lune, puisque certains pensaient que ça pouvait être parfois la Lune. Non. Puisqu'on a quelques dates où il y a en fait 2 dates où il y a la pleine lune. Vous voyez, le 19 octobre, 10 au 13 novembre, et le reste, ce sont des quartiers. Donc forcément, difficile de confondre avec la lune.
Et puis là, je vous ai fait une répartition sur la suivante, où effectivement, on va voir donc des pics. Alors ici, donc c'est le 19 octobre, et là, le 31 octobre, on a eu beaucoup de survols donc des centrales de façon coordonnée sur l'ensemble de la France. Donc forcément, ça implique qu'il y a derrière un contrôle, il y a une intelligence, ou alors il y a tout simplement un réseau de fraude, de petits malins qui s'amusaient à lancer des drones, sauf que les drones aujourd'hui, si on s'intéresse au sujet, on sait qu'à l'époque, déjà, ils n'auraient pas pu faire 5 km en toute autonomie, puisque, rappelez-vous, peut-être le savez-vous pas, le survol d'une centrale nucléaire est interdit au-dessus de 1000 mètres, et il est interdit sur un périmètre de 5 km autour de la centrale. Donc en fait, on ne peut pas y accéder pour y lancer des drones ou quoi que ce soit. Alors, ensuite, au Blayais, en janvier 2015, lors de la présentation des résultats 2014, en réponse à la question d'un élu sur l'affaire des drones, le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, qui s'appelait Pascal Pezzani à l'époque, a affirmé, selon ce que nous dit Sud-Ouest, du 21 janvier 2015, ici on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni, et il n'y a eu aucun impact sur la sûreté de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol du site, nous portons plainte et on communique. Donc ça c'est intéressant parce que déjà d'une part, Pascal Pezzani a affirmé qu'il s'agissait bien d'OVNI et non de drones. Il n'a pas été sanctionné pour avoir dit ça, parce qu'il est resté quelques années sur le site. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part c'est aussi un aveu implicite de la part d'EDF, donc qui exploite ces centrales. Alors voici effectivement ensuite sur la diapositive suivante, donc ça c'est une image qui est extraite du forum OVNI Ufologie, donc un dessin donc de l'OVNI qui a été vu survolant le Blayais. Voilà. Vous voyez, on a une espèce d'allure effectivement un peu en forme de cigare avec un gros spot blanc sur l'arrière. Voilà. Alors, on va maintenant passer à quelques témoignages et je vais passer la parole à Pierre, donc qui va effectivement se présenter, mais qui a collecté un certain nombre de témoignages. Et là aussi, ça va être intéressant qu'il puisse vous préciser tout cela. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente rapidement. Je m'appelle Pierre Bouillet. Je suis le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Raconte-moi un ovni. Et voilà. Donc je tiens quand même à remercier Stéphane qui me permet aujourd'hui de partager avec vous le travail d'enquête que j'ai pu mener sur cette vague de survol. Alors, en effet, ces derniers, ils n'ont jamais été élucidés. Aucun pilote de drone n'a jamais été retrouvé, aucune vidéo n'a été publiée, aucune interception n'a été réalisée. Et surtout, aujourd'hui encore, aucune explication officielle convaincante n'a été donnée. Je me suis appuyé pour cette enquête sur le rapport du Sénat de 2015 qui concerne les survols des installations nucléaires. Et pour ce faire, j'ai envoyé des lettres recommandées à EDF, à l'IRSN, à la DGSI, au SGDSN, au ministère de l'Intérieur et des Armées, même au GEPAN, à Greenpeace et à plein de journalistes qui avaient fait des articles sur le sujet à l'époque. Et le résultat, rien, aucun retour, personne n'a daigné me répondre. Donc, je me suis demandé comment je pourrais faire pour avoir des réponses officiellement. Alors, en France, on n'a pas la FOIA comme il y a aux États-Unis. Par contre, on a quelque chose qui s'appelle la CADA. Et donc, la CADA, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Et c'est là que les choses elles sont devenues intéressantes. Parce que en réponse, la CADA, elle m'a expliqué clairement, que tout ce qui touche au nucléaire, que ce soit civil ou militaire, c'est automatiquement couvert par le secret défense. Que même si les faits remontent à 10 ans, même si ce ne sont que de simples rapports administratifs, aucun document n'est communicable au public. Et pire encore, tout document versé dans une procédure judiciaire, même close, devient inaccessible à vie. Donc en clair, même avec toute la bonne volonté du monde, il est impossible pour un citoyen d'obtenir des informations sur ces événements. Mais ce verrouillage, il ne concerne pas que les administrations. Ouais, parce que j'ai reçu un témoignage il y a peu d'un agent des forces de l'ordre, alors qui reste anonyme évidemment, mais qui a observé un ovni au-dessus d'une centrale en 2018. Donc lui, il raconte qu'une fois leur rapport transmis à leur hiérarchie, des officiels sont venus leur faire signer à lui et aux employés d'EDF qui étaient témoins des contrats de confidentialité pour que rien de ce qu'ils n'avaient vu ne puisse être révélé à qui que ce soit. Et environ 6 mois plus tard,
il a été contacté par des collègues affectés à la centrale de Gravelines, et ceux-ci lui ont confié qu'ils avaient vu passer son rapport dans leur propre brigade. Et surtout, qu'ils avaient été témoins exactement du même type de phénomène. Donc tout ça, c'est pas du complotisme. C'est vraiment la réalité totale du contrôle de l'information en France sur ce sujet. Alors si un tel silence s'est imposé, c'est peut-être parce que ces engins défient les capacités technologiques qui sont connues aujourd'hui, et qu'admettre leur existence remettrait en cause bien plus que la sécurité de nos installations. Alors pendant mon enquête, j'ai pu avoir quelques autres témoignages. Alors certains qui sont pas terribles et d'autres un petit peu mieux. Donc le premier, c'est celui d'un engin lumineux en forme d'œuf. Alors il était capable de disparaître apparemment en un éclair. Alors c'est un témoignage que je mets vraiment un peu de côté parce que c'est un témoignage de seconde main qu'un ami m'a raconté. Donc c'est un petit peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Bon, par contre, j'ai recueilli le témoignage d'un responsable de sécurité de site nucléaire qui bosse pour une entreprise extérieure à EDF. Et lui, il m'a confirmé que certaines de ses équipes ont bien observé des engins non identifiés dans les centrales de l'Ouest français. Par contre, il n'a pas voulu m'en dire plus. Sécurité nationale, encore une fois. On a, tout à l'heure Stéphane en avait parlé, le 30 octobre 2014, entre 20h50 et 21h, on a deux témoins qui observent depuis une maison surplombant la centrale de Golfech une lumière blanche très vive. Alors, elle était d'abord fixe et elle se déplaçait lentement. Donc, avec des jumelles, ils ont réussi à distinguer que l'objet, il émettait régulièrement des flashs, semblables à des flashs de photos. L'objet silencieux évolue à environ 200 mètres d'altitude et s'approche jusqu'à 300 mètres des témoins. De face, il présente deux longues ailes estimées à 6 ou 7 mètres d'envergure avec un puissant projecteur blanc à l'avant, une lumière rouge en dessous et deux points lumineux jaunes et blancs aux extrémités. Alors de profil, en revanche, ces contours apparaissent comme flous, gris foncé mat, difficiles à définir selon les témoins. Un peu comme un mirage. L'engin, il a alterné ralentissement, des phases stationnaires et des accélérations, sans jamais survoler directement la centrale. Il est toujours resté à environ 2 km de distance. Avant de disparaître vers Agen, il a éteint brièvement son projecteur avant de lancer deux derniers flashs. Les gendarmes, qui recueillent les témoignages des témoins, confirment avoir vu eux aussi l'objet plus tard dans la soirée, décrivant pour leur part une forme encore plus imposante, presque comme un avion de ligne, mais de forme carrée. Alors j'ai recueilli également le témoignage d'une journaliste qui s'appelle Marine Legrand, qui raconte qu'en plein jour, sur une route forestière de Seine-et-Marne, elle a observé un objet triangulaire non isocèle, évoquant une aile delta d'environ 1,50 m d'envergure. Donc l'objet, il était de couleur gris neutre, il présentait ni lumière, ni inscription, ni système de propulsion visible. Il volait à basse altitude, juste en dessous des arbres, à une vitesse lente, ce qui permit une observation claire malgré le déplacement en voiture du témoin. Donc le ciel était à ce moment-là nuageux, mais sans pluie ni tempête. Donc la témoin, elle a été intriguée parce que à proximité de l'endroit où elle a vu l'OVNI se trouve le centre militaire de Sainte-Assise. Donc elle alerta la police. Donc le signalement, il fut pris très très au sérieux et transmis aux autorités supérieures. Alors pour information, Sainte-Assise, c'est un site stratégique de télécommunication avec les sous-marins nucléaires, qui est protégé en permanence par des fusiliers marins et il est reconnaissable par des grandes antennes. Donc des hélicoptères auraient été mobilisés lors de survols similaires et plusieurs passages répétés de ce type d'objets furent signalés dans la zone, suggérant un comportement méthodique. J'ai également reçu le témoignage de deux témoins. Alors, enfin, c'est pas vraiment deux témoins, c'est deux personnes qui travaillent pour l'un dans une centrale nucléaire et pour l'autre dans un centre de retraitement de déchets. Alors, ils m'ont confié avoir tenté d'obtenir des informations sur le sujet en interne. Malheureusement, ils se sont heurtés à un mur du silence. Pourtant, l'un d'eux m'a assuré que des dossiers existent bel et bien, mais qu'ils sont complètement classés confidentiels. Donc en gros, comme je le disais en préambule, 10 ans après cette vague de survol, le mystère il reste entier aujourd'hui. La version officielle des drones amateurs, comme on a pu l'entendre, elle est vraiment plus que bancale à mon avis. L'absence de photos, de vidéos, de saisies, de procès-verbaux publics est franchement inexplicable. Et surtout, le recours systématique au secret défense montre que l'affaire est considérée comme extrêmement sensible au plus haut niveau. Donc en France, l'accès à l'information, il est clairement verrouillé. Nucléaire égale secret défense et procédure judiciaire égale document inaccessible à vie.
Pourquoi je parle des procédures judiciaires? C'est parce qu'à chaque fois qu'EDF a eu un survol au-dessus de ses centrales, ils ont porté plainte. Donc c'était pour moi un angle d'attaque, mais qui malheureusement n'a rien donné. Donc on n'a peut-être pas aujourd'hui toutes les réponses, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il est de notre rôle en tant que citoyen de continuer d'enquêter, de questionner et de rappeler que le silence, ça ne peut pas être la seule réponse. Stéphane, je t'en prie. Alors, on va essayer effectivement de se poser des questions et de s'interroger. Pourquoi effectivement ces survols de centrales nucléaires? Voilà, quelles sont les hypothèses qui peuvent se dégager de ces faits, qui sont eux bien concrets? Alors la première hypothèse, c'est un survol d'espionnage des forces terrestres étrangères. Forces aériennes même. Donc effectivement, on peut se dire que les principales puissances étrangères, comme la Russie par exemple, déjà possèdent leur propre parc nucléaire, exportent même leur savoir-faire. La société Rosatom, aujourd'hui, elle est très active dans le monde, et la Chine, justement, s'équipe de tout ce matériel, de ces installations. Donc effectivement, déjà les Russes, les Chinois, vont avoir accès à ce genre de technologie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure hypothèse. En plus, il faut savoir que toutes ces installations, les plans, la technologie, on peut tout à fait y avoir accès par la presse dans le monde occidental. Parlons pas d'Internet, évidemment. Donc a priori, survoler un site, c'est pas le meilleur moyen d'obtenir de l'information. Il y a beaucoup mieux. Deuxième hypothèse, une démonstration de supériorité technologique d'une puissance terrestre étrangère. Enfin, même aérienne d'ailleurs. Dans ce cas, pourquoi faire la démonstration d'une supériorité technologique au-dessus de centrales nucléaires et pas ailleurs? Pourquoi pas des bases militaires? Pourquoi pas des grandes villes comme Paris? Déjà, il faut rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, tout survol d'une centrale nucléaire de 1000 mètres est interdit et peut déclencher l'intervention de l'armée de l'air. Voilà. Donc évidemment, si on veut passer inaperçu, c'est pas l'endroit le plus inaperçu. Vous en conviendrez. Troisième hypothèse, est-ce qu'il s'agirait de repérage de terroristes? Là aussi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'information peut être trouvée sur Internet ou dans les magazines scientifiques ou industriels. Donc, c'est pas là non plus le meilleur moyen pour chercher de l'information. Et de toute façon, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de menace d'attentat dans les centrales nucléaires. On a eu effectivement de l'activisme de Greenpeace, mais qui restait plutôt bon enfant. Leur but, c'était de montrer qu'on pouvait entrer dans les centrales nucléaires. C'était pas aussi bien gardé que cela, mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, ils ont toujours démenti qu'ils étaient à l'origine de survol des centrales. Voilà, ça c'est clair. Quatrième hypothèse, une action de manifestants antinucléaires. Pareil, comme je le disais à l'instant, Greenpeace a toujours revendiqué ses actions dans les centrales et a nié toute participation à ces survols. Donc là, c'est très clair aussi. Cinquième hypothèse, une surveillance de l'état de nos centrales nucléaires. Et là, effectivement, on peut s'interroger. Pourquoi? Parce que, juste après, je vous montre une carte, voilà, qui a été dressée donc fin 2016, donc elle a presque 10 ans, mais en tout cas, il suffit de rajouter 10 ans, ici, aux âges que vous avez, sur toutes les centrales qui ont été faites. Donc ça a été fait par un site qui s'appelle sortirdunucléaire.org. Donc vous voyez qu'effectivement, vous avez des centrales qui ont déjà une trentaine d'années en 2016. Donc aujourd'hui, on est plus proche de 40, voire 50 ans. Et normalement, l'âge d'une centrale nucléaire, lorsqu'elles ont été construites, était de ne pas dépasser une quarantaine d'années. Là, pour la plupart, on y est. Donc est-ce que justement, il n'y aurait pas un risque à utiliser ces centrales nucléaires? On sait qu'il y a, par exemple, je crois que c'est au Blayais, lorsqu'elle a été survolée, on a détecté une fissure dans l'un des réacteurs. Donc, est-ce que, justement, ces survols, par une intelligence étrangère, quelle qu'elle soit, ne serait pas là aussi un message d'avertissement pour nous dire qu'on a effectivement des centrales qui vieillissent, qui sont potentiellement dangereuses, ou qui l'étaient à l'époque? Il y a peut-être eu des travaux depuis, justement, pour consolider réacteurs et autres. Donc voilà un petit peu l'hypothèse qu'on peut mettre en exergue, qui est la plus logique aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, évidemment, je serais ravi de l'entendre. On peut échanger là-dessus, parce qu'effectivement, on arrive à la fin de cet exposé. Donc merci de votre attention et on va passer aux questions si on a le temps, encore une fois. Oui. Alors on va te passer un micro, Gilles. Donc juste une info, Saint-Assis, c'est pas la première fois que ça a été survolé. Ça a été survolé en 68. Déjà, dans le bouquin d'Henri Hurand, premier volume, donc le livre noir des secousses volantes, où il y a le diagramme du survol.
Voilà. Sinon, sortir du nucléaire, justement, j'en ai fait partie, j'en étais membre. Ils ont jamais, ils ont pas revendiqué quoi que ce soit, non plus. Non, bien sûr. Non plus. Alors, je parlais surtout de Greenpeace parce que c'est bien plus sûr. connu, plus actif. Hein. Mais eux aussi, plus, hein. moi j'ai fait des actions avec sortir du nucléaire, des chaînes humaines, etc. Fait des trucs comme ça. Non, ils n'ont pas revendiqué du tout. Oui, non, pas à ma connaissance non plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des hypothèses? Allez, oui, Philippe. Alors, pour justement cette hypothèse d'une surveillance de l'État, il y a quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que Dassault a développé un drone de type triangulaire, le Neurone, qui était normalement expérimental dans les années 2010-2015, qui est opérationnel, et qui justement a une caractéristique un peu des avions américains furtifs. Alors, est-ce qu'il a des capacités particulières d'accélération, décélération? Je ne sais pas. Mais il a un profil qui pourrait évoquer, par exemple, un survol d'un engin triangulaire au-dessus d'une centrale. Et là, ce serait un véhicule typiquement terrestre français qui pourrait justement correspondre à cette hypothèse de surveillance de l'État français sur son parc nucléaire. Alors, je vais te répondre. Tu as raison de faire un parallèle avec la forme du drone. Hein, effectivement, on sait que les drones sont de plus en plus utilisés. Maintenant, j'y vois tout de suite un problème. C'est que si c'était l'État français qui utilisait un drone pour surveiller l'état de nos centrales, forcément, les agents de la centrale seraient au courant. Non. Pourquoi non? Parce que l'État, sur les sites sensibles, fait des opérations de contrôle, mais par provocation. C'est-à-dire que de même que quand par exemple, les officiers veulent faire ça avec un soldat monte la garde, et si jamais il s'est endormi, on lui prend son fusil, ou on démonte son percute. Ouais. Bon, J'ai connu ça à l'armée, ouais. Ça, c'est le principe. Mais l'État peut faire exactement la même chose avec des organisations de sécurité. Est-ce que les organisations de sécurité ont bien repéré toutes les opérations de pénétration ou de surveillance? Alors moi, je dis pas que c'est ça. Je suis même pas du tout persuadé que ça soit ça. Mais enfin, je veux quand même aller jusqu'au bout. Oui, tu as raison de souligner la faille, en tout cas. Ouais. Donc ça peut très bien être des opérations de provocation faites par l'État pour vérifier si les gens de la sécurité font bien leur travail. Tout à fait. Alors, par contre, ça n'empêche pas que s'il s'agissait véritablement de drones terrestres français, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès aux images vidéo, aux photos? Pourquoi on ne communique jamais dessus? Normalement, on devrait être fier d'une technologie qui permettrait, par exemple, d'aller tester la sécurité des centrales, d'aller peut-être, je sais pas, diagnostiquer l'état de santé des réacteurs nucléaires, tu vois. Je ne sais pas, et je n'y crois pas trop. Bon, voilà, hypothèse, question. Donc les faits ont 11 ans. 2014, on est en 2025, vers la fin de l'année déjà. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, la vague de Drovny dans le New Jersey, c'est 10 ans après. Hein. Oui, 10 ans à peu près la même période d'ailleurs. Oui. Alors, silence. Hein. Moi, je suis un petit peu stupéfait. Si on a les drones en question, comment se fait-il qu'on a accumulé autant de retard dans la technologie des drones qu'on est en train de rattraper actuellement? Même s'il y a eu le Neuron ou le Neurone, comme on veut, qui a bien fonctionné, c'est un projet européen. Hein, il n'y a pas que Dassault. Hein, c'est un système, c'est un projet européen dans lequel Dassault était figuré. Donc, comment se fait-il qu'on ait autant de retard, dans de la technologie des drones, si en 2014 on était capable d'envoyer des drones survoler des installations aussi sensibles? Question très pertinente. Hein. Merci d'avoir posé. Non, mais c'est vrai, ça permet de souligner certaines choses, comme la question de Philippe, etc. Il y a des incohérences dans le dossier, bien sûr. Donc, ce sont toutes ces incohérences mises bout à bout qui permettent de se dire, finalement, on va éliminer les hypothèses les plus logiques, les plus terrestres, et peut-être qu'on va poser d'autres hypothèses. Voilà. C'est pas forcément une question. Je vais rejoindre le monsieur qui venait de parler des tests. Effectivement, il y a des campagnes de tests sur les emprises militaires, par exemple, mais c'est pas de grande ampleur. Ce sont des drones quadricoptères, des intrusions avec quelqu'un qui a fait un faux badge. Et il y a des campagnes de tests comme ça dans les emprises militaires, en tout cas. Et derrière, il y a des comptes rendus qui sont réalisés vis-à-vis du commandement. Là, c'était bon, là, c'était pas bon. Mais c'est pas
quelque chose d'ampleur avec des choses quand même bizarres, avec un éclairage particulier. Ça reste des quadrimoteurs, enfin ça reste des drones. Et je rejoins également ce que dit monsieur. Il y a 10 ans de ça. Alors la France, elle a pas forcément de retard. Il y a le Scalp ou le Scalt qui se développe, mais on n'est pas clairement au niveau des Américains ou des Chinois. On est même, on n'est pas mauvais non plus. Attention, sachant que les drones, faut pas oublier quelque chose. C'est pas les capacités, le développement vraiment des drones. C'est pas les capacités de vol et ça reste à peu près les mêmes et ça n'évolue pas énormément. Ce qui est important pour l'évolution des drones, c'est l'intelligence artificielle, c'est les capacités de détection et surtout de connexion, d'interconnexion pour pouvoir. Et c'est tout le système SCALT justement. Mais de là à avoir des drones, mais ça reste des drones soniques, enfin qui volent rapidement, qui sont pas capables de mouvements, ouais, voilà, de mouvements stationnaires de la sorte. Sujet, exactement. Et c'est là où il y a un aspect, et surtout que c'était il y a 10 ans. Donc, à la limite, maintenant, on pourrait, ce serait différent. Mais il y a 10 ans, les connexions sur les drones pour les contrôler depuis loin, il faut une bonne station au sol. Enfin, c'est toute une infrastructure c'est pas un pauvre gars avec sa télécommande à 5 bornes, c'est compliqué, quoi. Alors, justement, pour répondre là-dessus, il est évident que on avait des drones avec des caractéristiques qui sont bien terrestres. Si on utilise les drones, on va avoir du bruit, on va avoir une technologie qui va voler, mais qui aura du mal à faire du vol stationnaire, ou alors avec un système d'hélice, mais il y a un moteur, donc on entend le bruit. Et en plus, ça ne correspond absolument pas aux images que l'on a vues tout à l'heure, aux dessins, aux témoignages des témoins. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose aussi, c'est qu'au-dessus des centrales, on a souvent vu des objets de type triangulaire, comme on le voit sur la couverture. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, initialement, l'éditeur nous avait proposé une image avec des boules lumineuses au-dessus de la centrale. Avec mon co-auteur, on a décidé plutôt mettre des triangles parce que ça correspondait beaucoup plus au témoignage. Voilà. Donc ça correspond pas à des drones, effectivement, pas forcément. Oui. Donc, c'était pour répondre à votre question sur la cause des survols de centrales nucléaires. Il y a 3 semaines, il y a eu un témoignage de directeur de centrale nucléaire qui a dit que moi, quand j'ai un survol d'OVNI sur ma centrale, je sais qu'il faut que je délègue une équipe pour chercher la cause, parce que c'est forcément un problème de maintenance, parce que ils ont remarqué que chaque fois qu'ils étaient survolés, ils avaient un problème technique dans la centrale, et eux, ils le voient pas forcément avec leur capteur, mais les OVNI sont mieux équipés. Ils ont des scanners 3D qui permettent d'identifier des fissures dans les tuyauteries, des choses comme ça. Il faut savoir que nous-mêmes, les humains, on utilise aussi des scanners 3D pour scanner en géologie, par exemple, les sites miniers. Par exemple, au Maroc, ils ont utilisé des techniques avec satellite et ils arrivent à scanner sur 2 km de profondeur le sol pour détecter les sites miniers d'argent et aurifères, des choses comme ça. C'est la société Aya Gold qui fait ça. Et de la même manière, les OVNI sont équipés pour surveiller l'état des centrales. Et les directeurs ont pleinement accepté cette information comme une information prioritaire. Ok, alors merci de ce témoignage, effectivement c'est intéressant parce que... La chaîne CRI et RAD ou Monsieur Bidouille, je crois, de mémoire, c'est une de ces deux-là. D'accord. Où on a récupéré ce témoignage-là. Bon, alors j'irai voir parce que je l'avais pas vu effectivement. Alors ça, c'est, je dirais, quelqu'un d'intelligent parce qu'il a compris que le phénomène était plutôt notre allié. Oui. Et ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que ces survols de centrales pourraient être liés à la détection de problématiques d'anomalies, qui vont potentiellement devenir dangereuses. Oui. Et ça rejoint aussi ce que je disais hier quand je parlais des rayons lumineux utilisés dans le domaine OVNI autour du secteur nucléaire, qu'il soit militaire ou civil. C'est que j'émettais l'hypothèse que certains de ces rayons, effectivement, pourraient être des sortes de scanners pour détecter l'état de santé, entre guillemets, de réacteurs nucléaires. Oui. Voilà, donc oui, effectivement, ils utilisent cette technologie-là, qui est une technologie lumineuse, qu'on ne comprend pas tout à fait encore, mais à mon avis, en cherchant, on va trouver. Utilise pour la pyramide de Khéops, on utilise les neutrinos. Oui, les capteurs à neutrinos, par exemple, pour scanner la pyramide de Gizeh. Ouais. Les neutrinos qui ne sont arrêtés par aucune matière, en fait. Voilà, les couloirs, c'est un exemple. Ouais. Tout à fait. Mais probablement, ils sont à un niveau supérieur. Merci. J'ai une question, Stéphane et monsieur. Donc, il y a eu des drones qui ont survolé, des drovnis qui ont survolé les centrales. Ok.
Et est-ce que la France, est-ce que les autorités ont envoyé des hélicoptères, d'autres drones chasser ces ovnis? Parce que normalement, on ne doit pas se laisser faire. Si on est survolé par une... Alors si c'est nous-mêmes qui nous survolons ou une force alliée, je comprends qu'on ne fasse rien. Mais si c'est une force indépendante, bah, on peut pas se laisser faire. Il faut donc envoyer des hélicoptères, par exemple, à la chasse aux ovnis. Est-ce qu'il y a eu ça? Alors, est-ce qu'il y a des témoignages? Alors déjà, il faut rappeler que lorsqu'il y a un survol d'une centrale nucléaire, normalement, si ce n'est pas identifié, on fait appel à l'armée de l'air. Bon, ça c'est la première chose, la théorie. Après, moi, j'ai pas eu connaissance de témoignages comme quoi des hélicoptères auraient rapidement survolé les centrales. Par contre, on a juste des témoignages de phénomènes insolites, pas de technologies connues comme des hélicoptères, par exemple. Alors, oui, moi pendant mon enquête là, alors il y a Marine Legrand hein, qui m'a confirmé. C'est une journaliste, donc elle a creusé derrière un petit peu parce que ça l'intéressait forcément puisqu'elle avait vu. Et elle m'a confirmé que au-dessus de Sainte-Assise, ils ont envoyé des hélicoptères directement. Et même le soir, les survols de drones, d'ovnis ont continué. Et ils ont envoyé des hélicoptères à la poursuite de ces drones, mais ils n'ont pas réussi à les intercepter. Alors, je veux pas raconter de bêtises, mais il me semble que c'est au-dessus de la centrale de... je sais plus le nom de la centrale, je raconterai des bêtises, mais on a essayé, les gendarmes ont envoyé un hélicoptère à la poursuite. C'est Golfech, voilà, c'est ça, merci. Et ils n'ont pas réussi à suivre. L'engin, il est parti, ils n'ont pas réussi à déterminer où est-ce qu'il est parti. Et en plus, ce soir-là, il y avait du vent, et il faisait pas beau, et la météo, elle était vraiment pas clémente, quoi. Donc, bon, qu'est-ce que c'était? Je sais pas, mais en tout cas, l'hélicoptère a pas réussi à l'attraper. Et dernier petit point, l'employé avec qui j'ai parlé, qui travaille dans l'usine de retraitement de déchets, lui m'a confirmé que l'armée de l'air allait au taquet, parce que parfois, eux, ils sont au bord de la mer, et ils ont parfois des survols d'oiseaux qui passent au-dessil. Et parfois, quand c'est quand il y a un paquet d'oiseaux, ça déclenche en fait une alerte. Parce que voilà, il y a un avion en 2 minutes qui est au-dessus de la zone, quoi. Donc on a vraiment ce qu'il faut. On a des gendarmes de l'air qui sont vraiment présents. Et pour autant, en tout cas à ma connaissance, on a eu aucun résultat. Aucun résultat, rien du tout, pas d'arrêt, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Philippe? S'il y a un micro. Je voudrais savoir si, suite au survol d'une ou plusieurs centrales, il y a eu arrêt de la centrale de manière temporaire dans son fonctionnement pour vérification. Est-ce que ça a été vu ou pas? Est-ce que ça a été constaté? Est-ce que des cas ont été constatés d'arrêt de la centrale suite à un survol? Alors sur la vague 2014, j'ai pas de témoignage en ce sens, mais comme nous disait tout à l'heure Monsieur au fond, en fait, il y a eu des survols récents et effectivement, le directeur de la centrale est allé voir pour les réparations. Alors je sais pas si ça a été arrêté ou pas, hein, parce qu'il y a de la maintenance qui peut se faire lorsque le réacteur continue de fonctionner. Donc 2014, non, j'ai pas eu de témoignage en ce sens, mais c'est certainement plus récent. Peut-être qu'aujourd'hui ça a été acté par les directeurs de centrales qui font plus attention, ou peut-être qu'on a une exception et quelqu'un d'intelligent qui comprend ce qui se passe. On va passer une dernière. Pardon? Oui, bien sûr, tu as raison, les fiches de consigne. On va passer à une dernière question, parce qu'après on va passer à la table ronde. Je sais pas si vous connaissez un peu le principe de la table ronde. Ça permet de poser des questions un petit peu ça sera pas vraiment une question, ça va clôturer un peu, ça serait plutôt une remarque un peu humoristique. Vous disiez, monsieur Royer, qu'effectivement EDF portait plainte, hein, effectivement, quand il y a un survol. J'avais lu un cas d'OVNI, je crois qu'il est dans la BD de Lobby Gigi qui est derrière, là, dans le stand du Sceau, où il y avait un OVNI qui avait été vu au-dessus, pas d'une centrale nucléaire, mais d'une ligne de haute tension. Et un témoin dit qu'il a vu qu'il y avait un faisceau lumineux qui basculait de l'OVNI au faisceau. Et ensuite, EDF a remarqué qu'il y avait une baisse de puissance du régime. Il voulait porter plainte, mais voilà, vous portez plainte contre X. Hein. Oui, c'est ça, contre un OVNI, c'est compliqué, hein, sans être ridicule. Voilà. Mais pour le coup, c'est intéressant, parce que ça soulève encore un autre problème dans le dossier OVNI, c'est pourquoi tire-t-il de l'énergie sur ligne électrique? Alors même si c'est pas un cas très courant, mais ça existe. Il y a eu le cas également concernant l'eau, notamment aux États-Unis, avec évidemment la capture d'eau de certains phénomènes OVNI. Oui, tout à fait. Et puis, je parlais tout à l'heure d'une centrale hydroélectrique en Bretagne, avant justement l'apparition de la centrale de Brice. Justement, par rapport à ça, j'avais un échange avec Jean-Pierre Petit, puis sur un forum, il y avait un cas en Australie, à Rosedale,
où un exploitant agricole avait vu un ovni au-dessus de son, vous en avez parlé hier, là, au-dessus, dans un autre cas, mais au-dessus d'un château d'eau, on va dire, et il y avait 20 000 litres d'eau là-dedans, et l'ovni a aspiré tout, en fait, après, et quelqu'un avait dit sur le forum, est-ce que vraiment, si on est face à une civilisation avancée, est-ce qu'ils peuvent pas synthétiser de l'eau, quoi, et pourquoi ils ont besoin de notre eau? Voilà, ça pose question, c'est Alors, c'est intéressant. pas forcément la réponse, mais effectivement, je connais ces cas-là. Il y en a beaucoup. On voit aussi des ovnis aspirer de l'eau de mer. Alors pourquoi bonne question. Merci de votre attention. On va passer à la table ronde dans la foulée, parce qu'effectivement, le temps est ce qu'il est. Et donc, il est déjà 18h. Donc, par contre, là, ce sont des questions un petit peu à brûle pour point. Hein. Ça peut être sur ces différents domaines, et n'hésitez pas. Et on y répondra tous en fonction de nos connaissances. Voilà. Donc, avec les différents conférenciers intervenants. Si vous avez des questions qui soient concernant les phénomènes ovnis, et peut-être aussi les phénomènes connexes, ou des questions que vous vous posez, dans la mesure du possible et par rapport à nos connaissances, comment pourrions-nous y répondre, et voilà. Vous avez parlé du centre de transmission de Sainte-Assise. C'est un centre de transmission marine? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un centre de transmission pour les sous-marins nucléaires français. Oui, d'accord. Il y en a 3 en France, à peu près, à ma connaissance. Sans doute, oui. Il y en a un autre qui est installé à René, dans l'Indre, et il y en a un 3e qui est du côté de Toulouse. Et celui de Sainte-Assise, je le connaissais sous l'appellation de Houille, moi. Enfin, je sais pas si c'est à proximité de Houille. Non, Sainte-Assise, c'est à côté de Melun, en Seine-et-Marne. Alors, Pas vraiment pareil. c'est juste avoir cette précision, en sachant que ce ne sont que des centres de... Alors, Sainte-Assise, il n'y a pas d'éléments nucléaires particuliers, sinon, il y a un lien avec les sous-marins nucléaires, puisque ces centres sont destinés à transmettre de l'information chiffrée vers ces sous-marins. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas aucune connexion nucléaire autre que celle-ci. Mais ça, on appelle un centre stratégique, quand même, hein, bien sûr. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un travail qui est fait par un ufologue de terrain qui s'appelle Thierry Larquet, qui est basé à Brest, donc près de l'île Longue, et effectivement, qui relate des faits concernant des observations par rapport à lors de la présence des sous-marins nucléaires dans la balle. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions de tout ordre, et on va faire un petit tour de table comme ça, en fonction de... Dernière remarque. J'ai travaillé moi-même au centre de transmission marine de René, dans l'Indre, dans la période 73-76, où il y avait donc une vague d'observation d'ovnis non négligeable. À ma connaissance, à cette époque-là, je m'y intéressais au phénomène. À ma connaissance, René n'a pas été survolé par des engins bizarres. Voilà. C'est juste un témoignage de cette époque. Moi, je voudrais poser une question à mes chers confrères concernant des informations par rapport à l'apparition de boules lumineuses à l'intérieur de sous-marins nucléaires qui neutralisaient les têtes nucléaires. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Parce que on a un ancien enquêteur qui est décédé depuis, qui avait, selon lui, obtenu des informations concernant ces faits que là on est dans le cas des douaniers aussi, que des boules lumineuses pouvaient apparaître et neutraliser donc ces fameuses têtes nucléaires à l'intérieur même et devant les marins dans les sous-marins nucléaires. Alors moi j'ai jamais entendu parler de ce cas-là, mais je trouve que c'est un super scénario de film. Et ça lance la machine à cogiter. Je trouve ça super intéressant. À mon avis, un peu flippant pour les militaires, mais plutôt bien. Ouais. Enfin, c'est une bonne nouvelle, quoi. Donc moi, à propos de ces sous-marins nucléaires qui auraient été éventuellement survolés par des ovnis, j'ai eu l'occasion de poser la question il y a une trentaine d'années. J'étais jeune, c'était dans les années justement 74, 75 à peu près, à un opérateur d'un de ces sous-marins nucléaires. C'était en visitant le redoutable, le terrible du côté de Brest. Et j'avais abordé la question
justement des ovnis avec lui, et il m'avait signalé qu'il n'avait pas, il m'avait signalé un phénomène qu'il avait eu l'occasion de constater. Lui, il était, je crois, missilier ou quelque chose comme ça, et qu'il avait eu l'occasion de constater. Alors, une fois ou plusieurs fois, je ne m'en souviens plus. C'était le démarrage intempestif de cycles de décollage, de démarrage de missiles nucléaires, qu'ils avaient quand même réussi à stopper, évidemment à temps, mais qui était, semble-t-il, mais je ne m'en souviens pas précisément, qui semblait en relation avec le survol ou la proximité d'engins nucléaires. Voilà. Je n'ai pas eu d'autres infos là-dessus. De survol d'OVNI. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'était une première pour moi et mon épouse, et on a fortement apprécié ce colloque là sur 2 jours. Il y a, comme tous les phénomènes non expliqués, il y a différentes hypothèses possibles et imaginables. Il y a par contre un point commun, visiblement, à toutes ces hypothèses, c'est que cette intelligence ou ces intelligences qui nous seraient supérieures, visiblement ne nous veulent pas de mal. Il n'y a pas d'exemple, aucun exemple. Il y en a plein. Alors, je les connais pas, mais donc ça peut être une première question. Et donc, je serais heureux de vous entendre sur ces sujets. Et moi, pensant qu'il n'y avait pas d'exemple de cas d'agressivité, il y avait un domaine qui me semblait intéressant peut-être à creuser, et vous avez peut-être des pistes là-dessus. C'est sur l'aspect plus spirituel. Est-ce que ces intelligences artificielles, il ne faut pas les relier à des phénomènes religieux? Et est-ce qu'on n'est pas en capacité de faire un lien entre l'apparition de phénomènes inexpliqués qui seraient protecteurs et qui pourraient être mis en relation avec les différentes théories religieuses en vigueur? Donc pour répondre, ça va être, sur les bons conseils de Charles Maxence Clavier, ça va être 1 minute par intervenant, s'il a la réponse ou qu'il veut donner une réponse concernant cette question. Ouais. Bah, je veux bien répondre. Bon, les cas, je dirais négatifs. Excuse-moi, je vois plus le monsieur, ça me perturbe. Voilà, donc il y a eu des cas dès les années 50. Dès 46, on a eu une observation au Brésil de quelqu'un qui est frappé par un rayon et qui, en fait, c'est assez terrifiant parce que le monsieur se dissèque comme s'il avait été bouilli dans de l'eau. Voilà, en fait, il n'arrive pas à l'hôpital vivant, il arrive mort à l'hôpital, mais complètement décharné. Sinon, après, en 1954, on a au Venezuela donc une série d'observations avec des entités qui agressent les témoins. Et après, c'est comment ça s'appelle, Corrales, c'est ça, Colares en 77, Colares, donc c'est Brésil, non? C'est au Brésil. Et là, il y a eu pas mal d'observations, donc avec des personnes blessées. Peut-être même avec des rayons, ouais, tout à fait. Et peut-être un décès, non, je crois. Il y a eu un décès, au moins un décès, ouais, c'est ça. Donc, je dirais que c'est marginal, mais ça existe. Voilà. Ouais, après, juste pour répondre, effectivement, je vais revenir sur le nucléaire. On peut se dire que les entités, quelle que soit l'intelligence qui est derrière, pas forcément artificielle, une interprétation personnelle pour vous, mais l'intelligence ou les intelligences derrière, a priori, sont plutôt là, effectivement, pour nous empêcher de vivre des scénarios type Tchernobyl, comme j'en ai parlé effectivement hier. On a bien vu que potentiellement, toute l'Europe aurait pu être dévastée. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'elle est là déjà pour nous empêcher un certain nombre de choses négatives, on va dire, dues à la radioactivité, certainement dues aux guerres aussi. On en parlait hier, et quand on parlait effectivement des observations pendant les grandes périodes de guerre, dans la période du Golfe, notamment avec la nuit du 5 novembre 90, si on relie tout cela, si on relie tous les points, on est face à des intelligences qui sont là peut-être pour nous prévenir, lancer des messages en mode passif. Parfois, ça peut être en mode plus actif. On a déjà vu des désactivations d'ogives nucléaires, mais tout ça, ça reste des messages. Si demain, il y a une guerre entre l'Occident et la Russie, ce qu'évidemment personne ne souhaite, est-ce qu'ils vont pas passer un mode plus actif,
question. Voilà. Moi, j'aurais juste une petite réflexion, non pas par rapport au nucléaire, mais à savoir qu'avec tous les conflits qu'on a depuis des siècles et des siècles, on constate malgré tout une ingérence du phénomène OVNI qui n'a jamais stoppé un conflit, encore moins les atrocités commises durant les guerres précédentes. Voilà, juste une réflexion que je voulais mettre. Est-ce que, moi, un petit peu mon ressenti, est-ce que ce qui n'intéresse pas plus le phénomène, c'est le monde du vivant, le monde de la création, plutôt que l'être humain au centre de tout, qui se croit le centre du tout. Voilà, c'est un petit peu ma réflexion. Je voudrais revenir un petit peu sur le sous-marin nucléaire, le scénario de film de Charles. J'ai vu récemment, alors peut-être justement c'est un scénario, j'ai pas eu le temps de vérifier, c'est que dans un sous-marin nucléaire soviétique, il y a eu des marins qui ont été attaqués par des boules de feu et qui ont été tués et blessés, et ça s'est arrêté, le sous-marin a dû faire remonter à la surface, et il a dû cloisonner une partie de son équipage qui est entièrement mort. Et voilà. Je l'ai eu ça avant-hier, je suis désolé, je peux pas te... Ouais. Voilà. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'ufologie englobe beaucoup de sujets. Donc, certains peuvent relier, tout au moins, sont similaires avec le paranormal. Et après, tout ce qui touche aussi la religion, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau des apparitions mariales. Il y a beaucoup de faits similaires. On retrouve dans le paranormal et l'ufologie beaucoup de choses similaires. Même au niveau des faisceaux lumineux, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est fait pour Poltergeist, mais bon là encore mais voilà, c'est surtout les apparitions mariales qui sont vraiment très très proches de ce qu'on peut observer en ufologie. Alors après, ça peut heurter certaines personnes. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, encore une. Pour peut-être finir de rebondir sur la question d'avant qui était géniale en termes de naïveté ou d'expression d'une perception, et on voit très bien qu'en fait c'est loin d'être le cas, c'est marginal, c'est peut-être moins de 2% des cas d'observation, mais il y a effectivement, il y a dans les annales en tout cas des moments de confrontation. Ce que je vous ai évoqué hier sur ce qui concernait un peu l'actualité américaine ou ce qui se passe depuis 2017, le fameux programme OZAP qui a été financé par le Pentagone et qui était donc venu contredire la position lorsque ça a été divulgué. En tout cas, c'est venu contredire la version officielle qui était que plus personne au sein de l'administration fédérale américaine s'intéressait aux questions d'extraterrestres et d'OVNI, pardon. Il y a un des 13 rapports qui concerne les effets sur la santé et ce document qui a été rendu public entre-temps retrace plus de 900 personnes, plus de 900 cas de gens qui ont développé des problèmes de santé suite à leur exposition à des soucoupes volantes. Après, il semble que ça soit lié à des phases précises, genre des phases d'atterrissage ou des phases de décollage, ou donc à des moments où il semble que l'engin, la technologie rayonne plus que d'habitude. Et après, ça peut donc s'apparenter, si on regarde un peu la liste des symptômes qui ont été présents dans ce type de rapport, c'est qu'on est plus sur des symptômes qui vont être liés à une pollution électromagnétique, ou alors, pour les cas les plus graves, et on a quand même des cas très, très connus dans les annales, moi je pense notamment à cette mère et sa fille avec l'enfant qui est à l'arrière de la voiture, etc., où on a des symptômes, des effets sur le corps, des effets cliniques qui correspondent à une maladie des rayons, c'est-à-dire un truc plutôt ionisant et de type radioactif. Il n'y a pas forcément de radioactivité qui a été détectée, mais en tout cas, les symptômes qui apparaissent sur les personnes au fil du temps, au fil des mois, sont clairement une exposition à de la radioactivité. Enfin, en tout cas, c'est très, très, très très similaire, voilà. Donc on a ces effets, on a ces choses-là qui existent, et et ça, à mes yeux, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça fait partie en fait des tabous qui sont en train d'être levés, dont on est en train de commencer à prendre conscience. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous partage, sauf si on n'était vraiment pas un expert, personne n'était au courant qu'il y avait des effets négatifs sur la santé, de l'exposition à des, j'allais dire une antenne volée, à des soucoupes volantes, d'accord? Mais sauf que, à force qu'on ait des bouts d'infos qui viennent ensemble, ça fait un agrégat, et cet agrégat, ça fait un document plus complet, et puis il y a toujours quelqu'un quelque part qui prend l'initiative de chercher à faire fuiter le document et à le rendre accessible, voilà.
Juste pour rebondir sur ce que disait Maxence, par rapport aux maladies, on a un cas reconnu de handicap suite à un OVNI, c'est le cas de Jim Penniston en Angleterre, suite justement à ce qui s'est passé à Bentwaters, dont je vous parlais hier, en Angleterre. Voilà. Moi, je voulais rebondir parce que là, on aborde simplement un seul aspect, l'aspect matériel, lié à des séquelles physiques, mais il faut pas oublier l'aspect effectivement psychologique lié au phénomène OVNI qui était observé par beaucoup de témoins. Le fait que ça a pu modifier déjà le cadre familial, souvent, pour la non-reconnaissance et la non-acceptation de ces faits, et puis également la modification psychique de la perception de l'environnement, du monde dans lequel on vit par beaucoup de témoins. Chose qui n'est pas abordée dans la question, mais qui effectivement qu'on constate dans beaucoup de cas de... Mais il y a également, oui, beaucoup de positifs, mais aussi négatifs. Il y a eu le cas de Virginia, où le militaire s'est occupé de l'équipement, c'est vrai. Oui. Ils sont malades, ils en est mort. Oui, là, il l'a pris, c'est Egon Kragel qui a raconté cette histoire à plusieurs reprises dans le détail. Là, il doit y avoir peut-être une ou deux. La dernière fois, c'était aux rencontres de Valençol, qui ont lieu au mois de juillet, là, dans le sud, dans le 04. C'est un policier, un jeune policier en parfaite santé, qui a pris dans ses bras, à main nue, l'être qui a été trouvé dans la rue et qui titubait. Donc, on est vraiment dans du Roswell, mais sauf que ça se passe dans une ville moyenne avec des rues, des écoles, des familles, des maisons, des machins. Il l'a pris dans ses bras. Il y avait quand même une petite poisseux qui était présent et qui exsudait de sa peau, de son métabolisme, et la personne, enfin le policier est tombé malade dans les jours qu'on suivit et est décédé quelques jours plus tard, quoi. Voilà. Donc on a n'allons pas forcément dans la notion d'intentionnalité. Moi, sur le cas de Colares, par exemple, qui est un cas à titre perso que je compte bien aller sur place là-bas pour aller rencontrer des personnes qui peuvent venir témoigner de ce qui a pu se passer. Là, c'est le cas le plus précis de l'intentionnalité qui a pu exister, puisqu'on est quand même sur de la guérilla qui a duré 2 semaines, avec des militaires brésiliens qui tiraient sur des vaisseaux qui flottaient, qui envoyaient des rayons, quoi. Donc, c'est quand même un truc de fou, ce qui a pu se passer là-bas. Voilà, et donc c'est très intéressant. Pourquoi il s'est passé ça? Est-ce que c'était vraiment ce qu'on pense, ou est-ce que c'est encore autre chose, c'est-à-dire des technologies autonomes? Est-ce qu'on est vraiment extraterrestre? En tout cas, il s'est passé un truc là-bas où il y a des escarmouches, comme là par contre, il y a vraiment quasiment aucune équivalence ailleurs. Je pense à des cas chinois ou à des cas russes où on a des échos comme quoi ils n'ont pas simplement fait que danser ensemble dans le ciel avec les avions de chasse. Il y a eu un petit peu de confrontation, mais on n'a jamais eu en tout cas dans le ciel, quelque chose qui était dans le ciel qui a balancé un rayon sur un avion de chasse qui allait dans le coin. On a les avions de chasse qui tombent en panne, mais on n'a pas les avions de chasse qui se font dézinguer par un rayon laser. Ça, c'est des armes humaines, quoi. Voilà. Je souhaitais avoir votre réaction pour poser la question. Je veux un petit contexte. Il y a un essai qui a été écrit sur l'IMINA, justement. J'évoquais tout à l'heure l'IMINA, une science pour les ufologues et les astrobiologistes, de Ted Peters, qui est docteur en je sais plus quoi. Et grosso modo, je résume, mais il expliquait que il y a les ovnis. Effectivement, il y a le phénomène ovni, les phénomènes connexes. Donc le paranormal, les poltergeists, et lui explique que il faudrait, alors sans juger des autres phénomènes, mais il explique que ce qui pourrait faire rentrer le phénomène ovni dans la science concrètement, ce serait de rester sur vraiment l'aspect comme le tic-tac par exemple, ou les cas vraiment militaires, FOIA et tout ça, et laisser de côté, même sans juger de la teneur, mais laisser de côté tout ce qui serait enlèvement, sans le laisser tomber, mais laisser de côté l'aspect paranormal, ne pas mélanger les ovnis avec le reste, parce que lui considère que c'est ça qui est une enveloppe un peu repoussante pour le monde scientifique. Qu'est-ce que vous pensez sur l'article est très intéressant. Oui, alors moi, après chacun a une vision différente de l'ufologie. Vous avez l'ufologie comme on pratique avec Frédéric de Terrain, donc c'est vraiment du factuel, c'est des enquêtes. Bon, les gens ont vu quelque chose de bizarre dans le ciel, non? Moi, je considère que bon, il y a l'hypothèse extraterrestre, c'est la première qui est en tête, mais il n'y a pas que celle-là. Donc, moi, je suis pas à fond extraterrestre. Je suis pas non plus galactique, et je considère que il
il y a tout un tas de phénomènes qui gravitent autour de l'ufologie. Hein. On peut parler des abductions, mais après sans rentrer dans le hard, parce que beaucoup de gens qui débutent en ufologie ou qui connaissent pas le sujet, on peut pas leur parler de ça, parce que vous avez le phénomène des mutilations de bétail, qui est à prendre en compte aux USA à partir de 75, les Men in Black, 67 avec Sleepy, mais 75 la première vague. Et donc il y a tout un tas de phénomènes qui gravitent autour de l'ufologie. Donc on peut en parler avec des gens qui ont l'esprit ouvert et qui connaissent un peu de sujet, mais en tant que citoyen lambda, parler d'ufologie, on est obligé de se limiter qu'à certaines choses. On peut pas aller trop loin. Et pour compléter un petit peu le domaine de recherche, ça peut être notamment sur les BNI, un bruit non identifié, les crashs de rien, qui ont été relevés notamment par Joël Ménard, les observations d'entités, tout ce qui est du domaine de la cryptozoologie, à savoir, on parle des Bigfoot, Yeti, Yeren, quelle est la réalité au-delà des traces physiques et qu'on peut récupérer concernant l'origine, la provenance, d'où viennent ces êtres qui sont relatés à travers les différentes cultures et qu'on les rencontre même encore à l'heure actuelle dans différents pays du monde. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas scinder le phénomène OVNI, c'est parce qu'on va abandonner des gens qui ont besoin d'aide. Il y a le sirop, Oui, il y a le sirop, mais le sirop, science, c'est ce que je veux dire. mais c'est très compliqué. Il y a un mélange tel en ufologie qu'il y a des choses qui s'interconnectent et qu'on peut pas, on peut pas les extirper les unes des autres. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des observations aux États-Unis où il y a des phénomènes ovnis et les entités ressemblent plutôt à des Bigfoot. Voilà. Donc c'est de la cryptozoologie d'un côté et de l'ufologie de l'autre. Si tu prends en compte que l'ovni, tu mets de côté l'entité qui est apparemment on serait descendu. Moi je prends pas parti pour ou contre, mais voilà, le problème il est là, c'est que ça s'interconnecte et ça s'interpénètre et tu peux pas les extirper et les étudier indépendamment l'une de l'autre. Je voulais juste rajouter également, à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle les crop circles. Qu'en est-il maintenant? Moi, je connais des gens qui sont allés dans les crop circles où ils étaient confrontés aussi à des phénomènes du type poltergeist avec des chutes de cailloux, chose qu'on a retrouvée également au col de Vence. Donc effectivement, on peut pas déconnecter un certain nombre de phénomènes les uns des autres. Il faut essayer de les prendre dans leur intériorité, mais c'est très très complexe parce qu'on ne connaît ni la source, ni les sources, les intentions de ceux à quoi on a affaire. Ouais, concernant les crop circles, moi j'étais plutôt partisan d'une création exogène puisque j'ai étudié le sujet pendant plus de 10 ans et j'ai reproduit beaucoup de crop circles avec Illustrator, donc en images vectorielles. Et je considère maintenant que ça c'est quand même à 99% créé par des humains. Voilà. Tout simplement, il y a eu des périodes où il n'y a pas eu... Il y a eu des périodes comme le Covid où il y a quand même eu quasiment pas eu de crop circle, donc ce qui prouve bien aussi. Et puis bon, les gens s'imaginent beaucoup de choses sur les crop circles qui sont faits de nuit alors que la plupart du temps ils sont faits de jour. Moi j'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-uns des crop circles puisqu'il y en a eu dans la région. Il y en a eu 2 en Indre-et-Loire. Il y en a eu plusieurs dans le Loir-et-Cher. Bon, après, on se rend compte que ce sont des artistes qui font ça. On appelle ça du land art, donc voilà. Donc, t'as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire parce que je suis allé donc 2 années de suite en Angleterre en 1990 et 1991 dans le cadre d'une opération qui s'appelait VK, donc Voyage d'études des cercles anglais, donc qui a duré de 1989 à 1993. Moi, je suis allé en 90, c'était donc vraiment là, on était au pic, on était dans une mutation du phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, l'année précédente, 89, on était encore dans des cercles complexes. Et en 90, on est tombé sur un truc complètement dingue, c'était devenu les pictogrammes. Il y avait Alton Barnes qui faisait 120 mètres de long. Il y a eu 5000 personnes qui sont venues piétiner les blés du paysan, enfin de l'agriculteur. Ça l'a fait tout drôle, mais sauf qu'il a eu la bonne idée. Il a mis une caravane à l'entrée, il faisait payer 1 livre sterling. Donc 5000 personnes, vous voyez ce que ça veut dire. Bah bon, ce qui avait été détruit dans le champ était récupéré comme ça. Mais nous, on a travaillé, donc on avait tout
je dirais, toute une batterie de données à récupérer. On était 7 personnes, enfin 8 personnes, pardon, et on avait tout chacun avait sa spécialité. On avait donc une batterie de paramètres à récupérer. La conclusion est quand même, il dit 99%, bah nous on dit 100%, 100% humain. Je disais, il y a peut-être 1 ou 2 crops qui posent problème, qui ont été filmés en création. Donc après, il y a eu beaucoup de fake news, hein, les fameuses boules qui créent le cercle. Enfin bon, voilà. Mais bon, on peut pas. Et moi, je dis 1%, c'est vraiment très faible. Moi, je te parle d'une vidéo des Anglais qui font beaucoup de soirées d'observation sur les collines qui avoisinent, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que crop circle sont la plupart du temps dans les mêmes champs, hein, d'une année à l'autre. Hein. Donc les paysans en ont un peu marre. Parce que ça leur représente une perte d'argent, donc souvent ils sont détruits, même. Ils préfèrent les détruire pour éviter d'avoir des milliers de personnes. Et il y a un cas où le gars avait équipé sa voiture de plein de capteurs, de caméras infrarouges, et il y a un crop qui est apparu au bas de la colline. Donc il y a des choses qui ont été filmées, il est descendu, les brins de blé craquaient, comme s'il y avait quelque chose d'électromagnétique. Donc ça fait partie des 1%. Quand je dis 1%, c'est peut-être même encore en dessous. Mais bon, voilà. C'est ce qui a fait que je me suis intéressé à une époque au crop circle pendant 10 ans, puis là j'ai arrêté, ça fait 2-3 ans. Après, vous savez, un champ de blé, c'est pas très haut, hein, c'est la hauteur de la table. Hein, faut pas s'imaginer. Après, les crop circles dans du maïs, tout ça, c'est déjà un peu plus complexe, parce qu'après, du maïs, pour le péter, c'est pas facile. Après, il y a eu le colza aussi, dans le colza. Le colza, c'est difficile aussi. Voilà, il y avait à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, qu'il y avait un site internet sur les crop circles, Anne, je sais plus comment. Ils avaient fait une étude, Anne Moreau, voilà. Elle avait fait une étude sur le crop circle dans le colza. Et le colza, quand on les creuse, parce que bon, ils font ça avec une planche. Hein. Et le crop circle, quand on fait dans du colza, généralement, les fleurs elles tombent. Or, il y a eu certains crop circles en Allemagne, parce que bon, c'est un phénomène mondial, hein. Après, il y a d'autres pays, on ne sait pas, parce que bon, il y a la barrière de la langue et puis il n'y a pas d'information. Mais dans le colza, c'est différent, parce que quand on prend une planche et qu'on écrase du colza, il perd ses fleurs jaunes. Tandis que là, en vue aérienne, on a l'impression que le colza avait réduit. Mais bon, voilà, les crop circles, ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'ufologie. Moi, je vais revenir à la question là sur l'IMINA et l'acceptation ou pas de ce qu'est l'ufologie ou non, la bonne ufologie, la mauvaise ufologie, la vraie ufologie, la fausse ufologie, machin. Donc, ouais, c'est ça. Donc, intuitivement, instinctivement, j'aurais plutôt tendance à ne pas souscrire à ce type de réductionnisme, en fait, qui est proposé, quand bien même c'est très intéressant d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire philosophie des sciences. On questionne quelle va être la limite, la frontière du domaine. À titre personnel, on a cette ufologie qu'on va connaître, une ufologie qu'on peut même qualifier de toliboulon, qui va s'occuper des résidus métalliques, des analyses avec des dispositifs, des machins à résonance magnétique, atomique, de trucs hyper sophistiqués, perfectionnés pour mettre en évidence des choses. Il y a un autre domaine, il y a un autre champ de recherche, qui est un vrai champ de recherche scientifique et qui n'est absolument pas négligé parce que ça concerne nos consciences et ça concerne donc les possibilités de manipuler nos consciences et de manipuler donc les masses de personnes, c'est l'angle par les phénomènes mystiques. Donc l'angle du phénomène mystique, ça rejoint quelque part la religion, mais la religion, c'est pas du tout les phénomènes mystiques. C'est les phénomènes mystiques qui vont être, on va dire, recyclés par la religion, ou qui vont être en tout cas, la religion va se les approprier pour justifier le récit, en disant c'est grâce à nous, grâce à la religion que je vous défends, grâce au récit que je vous dis est une réalité que je vous invite à croire, que vous pourrez atteindre ces états-là. Mais les états mystiques sont des états qui ont des réalités physiologiques et neurophysiologiques. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être abordées. Pourquoi je parle des états mystiques? Parce que d'un côté, on a cette ufologie mariale qui existe et qui est sulfureuse, mais qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire le fait d'envisager les apparitions mariales comme étant un cas particulier des apparitions d'ovnis. Parce que boule lumineuse, parce que effet Oz, parce que ci, parce que ça. Qui parmi vous ici est au courant de l'effet Oz, de ce que
connaître l'expression des féoses. Donc quelques-uns là, un tout petit quart d'entre vous. Donc les féoses, c'est l'expression qu'on a dans le milieu, dans le jargon, pour dire qu'il y a une distorsion d'espace-temps et que les personnes ne voient pas le temps qui s'écoule, et donc ils ont l'impression qu'il y a 5 minutes qui s'est écoulé, alors qu'en réalité il y a une minute pour 2h30 par exemple. Je schématise, mais c'est cette idée-là. Et puis et donc pareillement, moi je viens d'un domaine qui est celui de l'effet des ondes électromagnétiques sur le vivant. Que ça soit un effet physiologique, médical ou pollution, hein, autant médecine électromagnétique que pollution électromagnétique, mais aussi sur comment, d'un point de vue parapsychologie, ça peut modifier la conscience. Ça peut nous induire des hallucinations. Ça peut susciter des états de conscience modifiés qui donc peuvent nous faire atteindre des états qui correspondent à de l'éveil mystique avec des visions, des intuitions qui vont venir, des effets eureka, etc., etc. Et donc des modifications du cocktail de l'onde cérébrale. Donc moi, à titre personnel, ça fait partie des choses qui ne cessent, qui clignotent à basse intensité, mais en tout cas qui continuent de clignoter, que je ne perds pas de vue, qui est le fait que les technologies maîtrisées par les choses qui se manifestent sont tout à fait en mesure de provoquer des états de conscience modifiés chez les personnes. Je suis pas forcément dans l'approche psychosociologique du rêve éveillé par rapport aux abductions ou des souvenirs artificiels, etc., etc. Mais en revanche, les similitudes étonnantes, étranges, extrêmement fortes qu'il peut y avoir chez les personnes enlevées suggère qu'on peut tout à fait avoir des signaux électromagnétiques codés d'une certaine manière qui permettent de provoquer des réponses comme une espèce d'hypnose induite ou d'état modifié qui va faire que la personne va avoir un voyage à l'intérieur d'elle-même, qui va faire qu'on peut avoir les distorsions des féoses et ainsi de suite, alors que ça peut tout à fait être l'effet d'une exposition à des rayonnements électromagnétiques ciblés qui fabriquent un état de conscience modifié et qui permettent d'envoyer de l'information aux personnes qui sont exposées à ça, d'accord ? Et je suis pas forcément en train de parler des attaques à armes à énergie dirigée à distance et tout ça, qui ont aussi une réalité, mais qui, de mon point de vue, sont plus compliqués à mettre en œuvre que des assassinats ou du parapluie bulgare à l'ancienne quand on est simplement sur des raisonnements humains. Voilà, donc les phénomènes mystiques et la façon dont on peut avoir des expériences qui font que ça, on a comme une espèce de shoot ou de flash dans le rapport à la réalité. Moi, en tout cas, s'ils ont des technologies pour faire des virages abrupts à 360 degrés avec des accélérations extraordinaires, vu que tout ça repose sur de la manipulation d'énergie électromagnétique, donc par ailleurs, si c'est électromagnétique, c'est optique, c'est lumineux, donc ça peut expliquer la diversité des apparences visuelles ou la manière dont ça élude certaines détections électromagnétiques visuelles, hein, avec les distorsions, les appareils, les trucs, les machins, mais ça peut donc tout à fait aussi avoir une incidence sur le fonctionnement du cerveau, et donc toute l'approche de psychologie clinique, qui est donc une discipline à part entière, me semble extrêmement fertile pour approcher les perspectives et interpréter différemment, revoir et enquêter d'une nouvelle manière plus scientifique sur les récits d'enlèvement. Ouais, parce qu'au final, ce que vous dites, ça reste quelque chose quand même, on reste dans le matérialisme, mais quelque part, je souscris à ce que vous dites. Parce qu'on reste un petit peu dans la technologie, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait une technologie. Je ne suis pas forcément matérialiste au sens où vous l'entendez, mais non, moi je fais au niveau en tant que journaliste scientifique sur ces aspects-là, je fais de l'énergétique matérialiste, c'est-à-dire je parle de protons, d'électrons et de machin, je suis pas en train de parler d'entités, d'anges, d'archanges et d'esprits frappeurs, quoi. Mais en revanche, parce que on a un socle du réel qui existe, mais ça n'empêche pas qu'on a des particules fantômes, des particules qui n'ont aucune masse. Donc comment on les gère les particules fantômes ? Comment on gère les trucs qui traversent les corps et qui peuvent s'empiler les uns sur les autres ? On est obligé de les imaginer. Ce sont des abstractions mathématiques, donc on manipule de l'imaginaire pour réussir à décrire des choses qui concernent un certain plan du réel. Donc ne vous leurrez pas sur des distinctions qui, à mon avis, sont plutôt d'une autre époque et largement dépassées, qui est celle de la distinction entre matériel et immatériel. On est au contraire, il y a des approches, et je le place maintenant, liées à la densité, qui sont peut-être également pertinent parce que ça permet de déplacer le curseur où on est entre de l'extrême densité ou de l'absence totale de densité, et là en plus on rentre, particules fantômes, absence de densité, on rentre aussi dans des propositions théoriques qui sont celles de la physique quantique avec les potentiels informationnels qui existent et qui vivent autour de nous et il se trouve que ça a une incidence, c'est en tout cas ce que suggèrent pas mal d'expériences en parapsychologie depuis 25 ans ou 30 ans, il semble que ça a une influence sur la manière dont on peut faire pencher les probabilités
probabilité dans le sens ou dans un autre, et donc modifier la réalité autour de nous simplement grâce à la pensée ou grâce à l'état d'esprit qui est présent à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est de la parapsychologie, et ça concerne aussi les états modifiés de conscience, et donc potentiellement, ça s'inscrit dans cette longue recherche qui est devant nous et qui est à notre portée à la lumière de toutes les études qui existent sur tout ce qui concerne donc les états mystiques. J'y reviens. Et là aussi, on aura sans doute peut-être des moments de rencontre et des épiphanies qui peuvent être très instructives. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Valençol avec la paralysie du témoin sans privation des fonctions cognitives, enfin, en conservant les fonctions cognitives, mais toutes les fonctions vitales, malgré sa paralysie? Dans le cadre du paradigme que je viens de partager avec vous, qui est donc l'approche d'une arme à énergie, enfin d'une exposition à une information électromagnétique, à un rayonnement électromagnétique ciblé qui permet de cibler certains circuits neuronaux, qui permet d'avoir ce truc-là, parce que ce qui est impressionnant, il le dit lui-même, c'est qu'il ne s'effondre pas. On n'est pas simplement sur un sommeil induit par énergie électromagnétique comme ça peut exister depuis les années 50. Je le dis pour ceux qui sont pas au courant des armes électromagnétiques. C'est des technologies qui sont maîtrisées depuis les années 50. Le fait de pouvoir faire endormir quelqu'un grâce à une exposition à des appareils qui vont être qui ressemblent à une box Wi-Fi, 2 fois moins grosse, et qui vont rayonner un champ et qui va faire qu'en termes de fréquence, ça engourdit les ondes cérébrales qui sont celles du sommeil, et donc du coup ça induit un état de sommeil, donc du coup on s'endort. Donc là, ce qui est délire avec l'histoire de Valençol, c'est que c'est tout à fait compatible avec ce que je vous partage à grands traits là, de technologie électromagnétique qui envoie un rayonnement ciblé qui permet d'avoir un effet sur une catégorie de circuits neuronaux, mais pas sur d'autres, et en plus la personne reste consciente. Et on est sur un effet qui dure 15 minutes ou 12 minutes, et puis après ça s'étiole. Moi sur Valençol, ce que je trouve génial, c'est le trou dans le sol. Ce que je trouve génial, c'est le cercle qui va durer pendant 10 ans ou pendant quelques années autour, qui va être là. Éventuellement, ce qui peut être intéressant, c'est le son aussi, le bourdonnement qui va être présent. Donc, on a en tout cas des informations. Et après, ça, c'est je sais pas si ça a été dit entre temps, mais ce qui a émergé quand on était tous ensemble à Valençol cet été, c'est qu'en fait, quand on commence à mettre les points ensemble et qu'on commence à les relier, en fait, Valençol peut être tout à fait vu comme la pointe émergée de l'iceberg. Et donc, en fait, Valençol, ou la région de Valençol, on va tracer un rayon de 30 km autour qui va aller de Manosque avec Gréoux-les-Bains, etc., etc. Toute cette zone-là est peut-être en fait un hotspot d'apparition d'ovnis plus régulières, dont Valençol est un cas qui est le plus connu, mais il y a eu des apparitions avant, il y a eu des observations avant, il y a eu des observations après, pas simplement de la part de Maurice Mas, mais aussi d'autres personnes. Et donc, en fait, on est Virgile, Candel, Egon Kragel, moi-même, les gens qui sont sur place, on est en train de se dire, mais il y a un truc à raconter par rapport au fait que Valençol, c'est pas mais c'est des observations, et c'est peut-être un hotspot français qu'on a complètement sous-estimé jusqu'à présent, quoi. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à la fragilité de nos sociétés contemporaines. Nous sommes vraiment une société qui est basée sur l'énergie électrique et aussi la communication. Je me dis qu'aujourd'hui, si on voulait maîtriser les humains, maîtriser les nations humaines, aussi bien dans un conflit entre humains ou potentiellement une intrusion exogène, ce serait bloquer tous les flux d'informations, bloquer tous les flux d'énergie, maîtriser les systèmes électroniques pour empêcher toute possibilité de transmission. Et forcément, bloquer toute on va dire, tout engin mécanique et fusée donc qui a un support électronique. Juste pour te répondre et très rapide sur le sujet, effectivement, c'est peut-être pas un hasard s'il y a des observations au-dessus des centrales nucléaires, peut-être que l'électricité les intéresse. On a parlé aussi d'OVNI qui effectivement retiraient de l'énergie de câbles à haute tension. Et moi, je fais un parallèle aussi avec le blackout qu'il y a eu à New York en 1965. Il y a eu des observations d'OVNI pendant le blackout. Donc, est-ce que c'est lié? Est-ce qu'ils testaient? Est-ce que c'était provoqué par ces engins? Voilà, là est la question. Eh ben, on va clore ici le débat. Il y en aura d'autres. Merci à vous tous pour votre présence, votre soutien et de toute façon à Montsoro 5 l'année prochaine.